On parle de vélo et de données dans le podcast AWS en français cette semaine avec Ineos Grenadier. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Tous les vendredis, vous le savez, un nouvel épisode avec des retours d'expérience clients. Et pendant la durée des Jeux Olympiques, on parle sport. Dans les derniers épisodes, c'était plutôt des startups qui analysaient et qui fournissaient des données à d'autres acteurs du monde du sport. Ici, on va aller directement au cœur d'une équipe sportive et voir comment ils utilisent la data et pourquoi ils utilisent la data et comment ils utilisent AWS pour traiter la data. J'ai le plaisir d'accueillir Kevin Yvan, tu es data scientist chez Ineos Grenadier. Merci d'être là dans le podcast aujourd'hui. Dis-moi, Ineos Grenadier, c'est quoi ? Bonjour et merci pour l'invitation. Donc, Ineos Grenadier, c'est une équipe cycliste britannique. On fait partie d'Ineos Sports pour dézoomer un peu. Donc, c'est l'ensemble des équipes qui sont sponsorisées par Ineos, donc l'entreprise de Sir Jim Ratcliffe. Donc, ces équipes font partie Ineos Britannia, donc l'équipe de voile qui est challenger de la Coupe de l'América. Mm-hmm. Il y a aussi l'OGC Nice, en Ligue 1. On a Lausanne aussi, le club de foot suisse. Manchester United, l'écurie de Formule 1, Mercedes AMG. Et il y a un partenariat sportif aussi avec les All Blacks et l'équipe de running de Kipchoge. Donc, bien diversifié. Ouais, ça fait des grands noms tout ça, très diversifié, oui. Moi qui suis pas fan absolu du cycliste, tu m'avais dit en préparant ce podcast que l'équipe était sous un autre nom avant qui, lui, me disait quelque chose, c'est Sky Team, c'est ça ? C'est ça, donc c'était Team Sky. En fait, les équipes cyclistes ils prennent le nom de leur sponsor. C'est une particularité au cyclisme. L'équipe était sponsorisée, a commencé sous le nom de Team Sky il y a maintenant plus de 13 ans. Et donc c'était sous la direction de Sir Dave Braceford, qui était chez British Cycling, fédération britannique, pour les JO de Londres, qui a amené ce premier grand succès de la fédération britannique sur la piste avec énormément de médailles à Londres. C'était vraiment une première pour le cyclisme britannique. Et donc il a relevé le challenge de lancer une équipe de cyclistes sur route, qui est quand même une toute autre discipline, avec l'objectif très clair de gagner le Tour de France avec un cycliste britannique dans les 5 premières années. Ce qu'il fait en fait au bout de 2 ans. Mm-hmm. L'équipe a gagné énormément de grands tours par la suite. Et voilà, il y a maintenant 3 ans et demi que Ineos a repris le sponsoring. Et ça correspond à peu près à quand je suis arrivé dans l'équipe. Et donc, cette équipe participe à des grands tours, aux classiques, le Tour d'Italie, le Tour de France. On va pas parler du Tour de France 2024 parce que vous écoutez ce podcast au mois d'août, mais on l'enregistre avant le Tour de France, donc on ne connaît pas les résultats. Mais pourquoi une équipe professionnelle a besoin de données au point d'utiliser des services cloud publics comme AWS ? Qu'est-ce que vous faites avec la donnée ? Et puis quelles données aussi ? J'ai 2 questions. Quelles données et qu'est-ce que vous faites avec ces données ? La donnée, c'est à la fois quelque chose de nouveau et pas nouveau dans le cyclisme. C'est-à-dire que le cyclisme est un sport très traditionnel. Le métier de data scientist est très nouveau. Par contre, la donnée, il y en a toujours eu et d'une manière assez abondante même dans le cyclisme par rapport aux autres sports. Ça fait maintenant bien plus de 10 ans que sont apparus les capteurs de puissance, donc qui permettent dans le vélo de mesurer de manière très précise en fait quasi directement la performance individuelle du coureur, chose qui est pas faisable dans les sports co par exemple. Donc, c'est très intéressant comme donnée. Ça ouvre en fait plein de use cases très intéressants. Cela dit, pour détailler encore plus les autres types de données qu'on peut avoir, donc ça va être tout ce qui est données GPS. GPS en fait c'est un abus de langage parce que c'est carrément un ordinateur de bord qui est donc sur le guidon du cycliste, qui collecte en fait bien plus que les données GPS, puisqu'on a aussi justement les données de puissance qui sont collectées via ce compteur, ainsi que les données de fréquence cardiaque, les données sur la fréquence de pédalage et potentiellement plus tous les données qui peuvent être récoltées sur une course cycliste.
Après, forcément, il y aura aussi les résultats de course qui vont être analysés. La vidéo, c'est encore compliqué dans le cyclisme parce que c'est un peu, on va dire, chaotique. L'enregistrement vidéo, on va passer d'une caméra à l'autre. C'est pas aussi, on va dire, structuré et facile à capturer que dans les sports co. C'est quoi un sport co? Ça fait 2 fois que tu dis sport co, mais je sais pas ce que c'est. Ah, pardon, okay. Sport collectif, simplement. C'est vrai que football, rugby et autres. Ouais. Voilà, on a des caméras fixes qui capturent l'ensemble du terrain et il y a des entreprises qui sont mises à collecter les données et à coder chaque événement, comme Opta par exemple, qui collecte l'ensemble des événements qui se passent pendant un match. C'est pas quelque chose encore qui est fait dans le cyclisme, mais ça arrivera dans les prochaines années. Ça demande un peu plus d'expertise. Ouais. Ou Skill Corner d'ailleurs, qui était dans le podcast à ta place il y a 3 semaines. Retournez dans le passé pour écouter l'épisode avec Skill Corner. Ça veut dire que sur un vélo moderne de course aujourd'hui, il y a des capteurs dans le pédalier pour calculer la puissance, tu l'as dit. Le coureur a probablement un capteur sur lui. Tu as parlé de fréquence cardiaque, donc je suppose qu'il doit avoir un appareil sur lui. Et tout ça, c'est collecté, analysé. Tu vas nous expliquer pourquoi dans un moment, mais j'ai une question avant ça. Est-ce que c'est collecté en temps réel et donc transmis par onde à la voiture d'équipe derrière ou quelque part, je sais pas, par satellite, on peut rêver, ou est-ce que c'est collecté après la course, on enlève une petite carte mémoire et puis on va gérer ces données? C'est après la course. En fait, c'est tout simplement nos moniteurs de bord, c'est les compteurs, c'est des Garmin. Donc via la Wi-Fi, en fait, c'est directement envoyé sur nos serveurs via une plateforme d'entraînement qu'on utilise, TrainingPeaks. Et voilà, donc c'est envoyé après l'entraînement dès qu'il y a un signal Wi-Fi disponible. Il y a des choses qui sont faites en live, plutôt dans la partie média, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise pour laquelle j'ai travaillé d'ailleurs avant qui s'appelle Velon, qui fait de la transmission en live de données de puissance et cardiaque pour de l'entertainment, pour faire comprendre aux spectateurs un peu plus ce qui se passe en course et donner un peu plus de données aux spectateurs, voilà, qui peut interpréter plus pour comprendre la stratégie de course, mais c'est assez réglementé pour ce qui est des équipes, et il y a notamment tout ce qui est données physiologiques, c'est interdit de collecter en live. Donc pour le moment, de toute façon, les équipes sont pas prêtes, j'ai envie de dire, pour ça, mais voilà, il y a beaucoup de réglementation à ce niveau-là, des choses encore à clarifier vu que c'est quelque chose de nouveau pour le cyclisme, mais pour le moment, on est sur de l'analyse post-course ou post-entraînement. Alors, tu as dit post-entraînement, et je voulais te reprendre là-dessus. C'est uniquement pendant l'entraînement ou c'est aussi pendant la course? Pendant les deux. On a vraiment les mêmes types de données qui sont collectées, que ce soit en course ou à l'entraînement. Même potentiellement plus à l'entraînement, parce qu'il y a possibilité d'utiliser plus de capteurs qu'on ne va pas forcément mettre en course parce que pour des soucis de poids ou par des soucis de régulation. Notamment autour de l'aéro, il y a des capteurs qui peuvent être utilisés pour mesurer en live la traînée aérodynamique du coureur. C'est des choses qu'on n'utilise pas en course, mais voilà, qui peuvent utiliser dans le cadre d'un test d'aérodynamisme. Oui, ça peut être, il y a même des tests en soufflerie, si je me souviens bien, et c'est pas nouveau, ça fait des années que les équipes professionnelles utilisent des souffleries pour calculer les meilleures positions, les meilleurs équipements, la forme du casque, du vélo, etc. Ça fait partie de ton champ d'application et ton champ d'activité également? Pas vraiment. J'ai la chance de pouvoir me focaliser à plein temps sur la data science pure et dure, on va dire, et d'être entouré d'autres experts plus spécialisés, notamment dans l'aéro. C'était pas forcément le cas de mon prédécesseur qui était, je pense, le premier data scientist dans le monde du vélo, et qui en fait devait s'occuper de toutes ces choses-là, et qui en fait avait une part de son temps assez limitée pour s'occuper vraiment des projets de data science. Que moi je considère ça comme une chance de pouvoir vraiment de focaliser là-dessus et de bénéficier de l'expertise donc de mes collègues sur la partie aéro, sur la partie nutrition, physiologie, biomécanique. Bien sûr, on échange beaucoup avec mes collègues, et il y a de la donnée partout, donc forcément on travaille ensemble, mais je peux m'appuyer aussi sur leur expertise dans ces domaines-là.
Alors avant de voir comment ça marche, et on va parler technologie cloud, à quoi ça sert ? Je suppose que c'est pour augmenter les performances au général, mais tu peux nous donner quelques exemples de comment les équipes utilisent ces données pour améliorer leurs performances ou les performances des coureurs. Oui, alors je pense que clairement toutes les équipes n'utilisent pas le cloud aujourd'hui pour utiliser l'ensemble de leurs données. Moi aussi, j'ai fait le choix de basculer sur le cloud. C'est qu'il y a maintenant, ça fait plus de 6 ans que je bosse sur AWS et que je me retrouvais en fait à avoir à travailler sur des notebooks Jupyter, souvent en local sur ma machine, et j'étais limité en fait en termes de use case tout simplement à charger les données de une dizaine de coureurs sur 1 ou 2 ans, ou alors si je voulais plus de coureurs, je devais me limiter à quelques mois. Donc j'étais assez frustré en fait de me retrouver à être limité de cette manière-là, tout simplement parce que voilà, j'étais contraint par les capacités de mon ordinateur. Et quand on arrive dans une équipe comme Ineos, c'est vrai que voilà, on a un historique de données qui est de plus de 10 ans, avec un ensemble de coureurs qui ont un palmarès énorme, mais c'était vraiment encore plus frustrant de me dire que je devrais laisser de côté en fait une partie de ces données et qu'on serait capable de regarder uniquement les données les plus récentes et de ne pas pouvoir voilà, faire des analyses long terme en fait des données de nos coureurs, quoi. Donc c'est vraiment le choix d'aller vers le cloud pour pouvoir analyser la totalité des données, etc. Et je reviens à ma question précédente, à quoi ça sert? Enfin, quels sont sans dévoiler des secrets évidemment d'entraînement, mais comment pratiquement on peut utiliser ces données pour améliorer les performances? Alors il y a différents domaines. Alors moi je me focalise vraiment sur la partie performance. Donc on a des données aussi médicales, on va avoir des données autour de la logistique. Moi je suis vraiment focalisé sur la partie perf. Et donc pour reprendre, on va dire, de manière chronologique, on va dire du chemin de la performance, ça va partir de tout ce qui est détection de talent. Donc la détection de talent, on utilise les données des coureurs qui sont recrutés de plus en plus jeunes, pour lesquels parfois on n'a pas vraiment de résultats de course, surtout s'ils viennent de pays où il peut y avoir des courses, de données. ou même des pays où on va avoir du mal en tant qu'Européen à juger le niveau des courses, où les courses ne sont pas forcément documentées sur des sites structurés, on peut pas avoir les résultats facilement. On veut pouvoir objectiver en fait chaque performance et les ramener à en fait des profils de puissance du coureur pour être capable de voir quelle est sa trajectoire et où il en est par rapport au niveau World Tour. Est-ce qu'il est en capacité de performer dans quelques années comme un pro? Après, il y a la partie recrutement plus court terme forcément, ou même pour les coureurs des autres équipes qui sont déjà World Tour, maintenant ça devient quelque chose de commun en fait d'avoir accès aux données du coureur. À partir du moment où le coureur est OK, il va nous partager ces données, et ça nous permet de confirmer ou pas ce qu'on pensait du coureur. Voilà, il y a un peu moins de surprise dans le sens où le coureur a déjà un historique de résultats. Mais dans le cyclisme, quand il y a l'impact du rôle du coureur peut avoir un énorme impact sur ses performances aussi. Il y a des coureurs qui sont équipiers et qui sont un peu masqués en termes de résultats, qui sacrifient pendant la course pour leur leader, et donc leur performance ne se traduit pas forcément par un podium ou un top 10. Ça veut pas dire qu'ils sont pas excellents. Donc ça nous permet de démêler un peu le vrai du faux dans les résultats, et de voir vraiment qu'est-ce qu'on peut attendre du coureur et sa contribution à l'équipe. Ensuite, il y a encore plus, quand on se rapproche de la course, on va avoir la sélection pour les courses. Parmi notre effectif, quels sont les meilleurs coureurs pour performer sur cette course par rapport au rôle qu'on attend d'eux? Est-ce que leur profil du moment est cohérent? Est-ce qu'ils ont fait les efforts à l'entraînement
suffisamment similaire à ce qu'ils attendent en course pour confirmer ou pas voilà, ce qu'on a pu voir sur les courses précédentes. En live, du coup, pour le moment, c'est très limité. Hein. Forcément, on a des infos sur les chronos, sur les temps intermédiaires, mais à part ça, donc il n'y a pas le droit de faire grand-chose. C'est plus après la course qu'on va utiliser les données pour débriefer, essayer de comprendre ce qui s'est passé en course, pourquoi un coureur a sous-performé, pourquoi il a surperformé, essayer d'interpréter les résultats de cette course par rapport aux autres. Et donc après, il y a aussi tout ce qui est sélection de l'équipement. Là, je reviens un peu en arrière, mais sélection de l'équipement pour les courses qui peut être... on utilise la donnée pour essayer de voilà, choisir notamment le type de roue qui va être optimal, les développements. Le développement, c'est les tailles des pignons, c'est ça? Ouais, c'est ça, les choix des plateaux et pignons. Il y a aussi pour les chronos tout ce qui est pacing, donc la gestion de l'effort au cours d'un chrono, qui peut avoir un impact aussi important. Là, on est plus sur des modèles physiques, basés sur de la physique, plus que de la data science et des modèles machine learning. Là, on est vraiment sur de la physique pour ce use case précis. Et je crois que j'ai cité une grande palette de use cases. Une réponse super complète. Les enseignements tirés de l'analyse de ces données descendent jusqu'aux coureurs eux-mêmes. Ils savent que, je sais pas, à X% de la course, il s'est passé ça ou ceci, et donc ils devraient réagir comme ça la prochaine fois, etc. C'est pas juste pour les entraîneurs et les managers de l'équipe. C'est ça. Alors moi, je suis assez peu en contact direct avec les coureurs. Donc ça passe souvent via le coach qui va bien sûr filtrer un peu le niveau d'information en fonction du coureur, de ce qu'il a envie de savoir. Et certains coureurs notamment les très jeunes, vont être très friands d'un maximum d'informations. Alors certains coureurs un peu plus expérimentés vont avoir besoin de beaucoup moins d'infos et donc voilà, c'est le coach qui va un peu filtrer en fonction de l'appétence du coureur aux données. Donc tu nous as bien expliqué à quoi ça sert. Voyons maintenant le volet comment ça marche. Le plus simple en général pour décrire des systèmes basés sur la donnée, c'est de suivre la donnée, l'acquisition, le stockage, la transformation, l'analyse et puis la sortie. Donc si on peut lever un petit voile du capot, par où ça rentre et comment vous stockez la donnée, on va commencer par là. Ouais, donc nous on passe par un partenaire. Si je remonte vraiment à la source, donc c'est les compteurs Garmin. Donc c'est ceux qui collectent pendant la course, pendant l'entraînement les données. Voilà, on a un fichier à la fin qui est envoyé directement via la Wi-Fi sur la plateforme Garmin, relayé à notre plateforme TrainingPeaks, qui est la plateforme d'entraînement. Voilà, c'est le leader mondial en fait des plateformes d'entraînement. Globalement, c'est une plateforme qui permet de relier les coachs aux athlètes. Donc les coachs l'utilisent pour prescrire les entraînements aux coureurs. Et donc c'est là aussi que les coachs vont pouvoir voir après l'entraînement le fichier et analyser l'entraînement du coureur. Et là, il y a les données brutes et cette plateforme TrainingPeaks, c'est pas à vous spécifiquement, c'est un service, c'est un peu comme Strava, mais pour les professionnels, c'est ça? C'est ça, on va dire le Strava, ça va être la version sociale, le réseau social du sport. TrainingPeaks, c'est plus l'aspect performance et la relation avec le coach. Oui, la plupart des équipes, si ce n'est l'intégralité, utilisent TrainingPeaks maintenant. Donc les données arrivent là? Elles arrivent là, elles sont quoi? Pas seulement brutes, parce qu'il y a déjà un certain niveau d'analyse qui correspond notamment à ce dont le coureur a l'habitude de voir. Le coach aussi peut faire une première analyse sur TrainingPeaks et nous on a accès donc à l'API de TrainingPeaks pour en fait ajouter un second volet d'analyse et pouvoir vraiment faire ce qu'on veut en fait de ces données et notamment les croiser avec d'autres sources de données. Donc là l'idée c'était vraiment d'avoir la main mise sur la partie analyse, même si TrainingPeaks fait déjà beaucoup. Voilà. Oui, l'idée c'était d'aller plus loin que TrainingPeaks et faire des choses en plus. Ouais. D'aller plus loin que les outils commerciaux et d'avoir un avantage compétitif sur les autres équipes à ce niveau-là.
Voilà, donc l'idée c'est que sur AWS, on utilise des services comme des fonctions lambda qui vont venir collecter les données sur l'API de TrainingPeaks. On a une série de fonctions lambda qui sont utilisées aussi via des queues SQS pour déclencher différents calls de différents endpoints de l'API de TrainingPeaks et qui vont stocker en fait ces données. Ça va passer via Kinesis pour être stocké sur des buckets S3. Donc là, à ce niveau-là, on a... Tiens, c'est intéressant, je t'interromps, excuse-moi, ce choix de Kinesis entre l'API de TrainingPeaks et S3. Pourquoi Kinesis? Pour la fonction buffer capable de revenir en arrière dans la lecture, ou parce qu'il y a vraiment un gros volume de données à traiter en temps réel? On est sur du Kinesis Firehouse, donc c'est pas... Kinesis, voilà. D'accord. Mais voilà, je peux appliquer un premier traitement des données directement dans le stream avant de les stocker sur S3. Et ensuite, donc je stocke ces données brutes sur S3 et je viens les stocker, je viens les traiter, les processer via Glue. Donc j'ai une succession de job Glue qui sont orchestrés via une step function. Ça, c'est pour nettoyer les données, pour les préparer. Voilà, alors là, c'est dans un premier temps du reformatting, c'est de l'augmentation de métriques. Voilà, je viens calculer des métriques spécifiques à l'équipe qu'on a développées en interne donc je viens restocker ces données à nouveau sur S3 pour les visualiser via des dashboards QuickSight. Et tout ce qui est analyse, on va dire plus sophistiquée, c'est fait sur SageMaker. Avec du machine learning. Voilà, pour la partie machine learning, c'est via SageMaker que j'utilise, et parfois aussi SageMaker Canvas que j'ai pu découvrir il y a 2 années de ça, qui est aussi très intéressant comme solution. C'est un environnement SageMaker Canva qui permet d'accéder à SageMaker sans passer par la complexité de la console AWS, et même sans compte AWS, si je me souviens bien, ça peut être mis en single sign-on à partir d'un autre système, c'est bien ça? C'est ça, c'est du low-code, voire quasi no-code pour faire du machine learning. J'étais un peu sceptique au début en tant que data scientist d'utiliser ça, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant sur la rapidité pour avoir des premiers résultats. Même si ça pas forcément ce que j'utiliserais pour des modèles, on va dire, finaux à mettre en production, ça me permet vraiment de mâcher le travail et de faire de la sélection de modèles très rapidement. Ça rend même tout ce qui est chap values pour pouvoir commencer à interpréter l'impact des différentes variables sur mon modèle. Moi, depuis, je suis un peu revenu en arrière et j'utilise plutôt SageMaker, les fonctionnalités d'autopilote de SageMaker qui sont en fait ce qu'il y a derrière Canvas, sans la partie, on va dire, no code, mais qui vient automatiser en fait la partie sélection de modèles, pour laquelle j'ai un peu plus la main. Il analyse les données disponibles. Si je me souviens bien, tu donnes les colonnes clés que tu veux observer, le genre de prédiction que tu veux avoir, et il va automatiquement choisir le meilleur modèle pour ton cas d'utilisation. C'est ça. En quelque sorte. Voilà. Il y a SageMaker permet même d'aller jusqu'à faire le pré-traitement de données, donc à un service pour toute la chaîne, on va dire, du machine learning jusqu'au déploiement en production. Moi, ce service-là que j'utilise le plus, c'est bien sûr les notebooks qui sont très pratiques à utiliser sur SageMaker, parce qu'on peut très facilement passer d'une instance à l'autre. Si je vois que j'ai besoin d'une instance plus grosse, je peux juste basculer en un clic sur quelque chose de plus gros sans avoir à rebasculer mon code si ça avait été sur du EC2 sur une instance plus grosse. C'est très facile à ce niveau-là. Tiens, je reviens un tout petit peu en arrière, pas pour longtemps, mais tu parlais de l'ingestion des données Garmin via TrainingPeaks, c'est ça le nom de la plateforme. Ça. Tu ingères aussi d'autres données, les données, des métadonnées publiques sur la course, la longueur, les côtes, les différents points clés en kilométrage, la météo, ça a une importance aussi, je suppose. Ça, on a les résultats de course dont on collecte automatiquement les
et qu'on stocke sur la plateforme. On a donc les données météo, ça c'est plus au cas par cas. C'est chez certains use cases qui les utilisent. Donc dans ce cas, j'utilise l'API classique de météo pour collecter les données. Sur les parcours, pour le moment, c'est pas automatisé. On a de l'input manuel des utilisateurs pour certains use cases où il y a besoin de rentrer les paramètres de chaque course ou d'importer un fichier. C'est des fichiers GPX qui correspondent aux fichiers des parcours de la course. Pour le moment, c'est pas automatisé sur l'ensemble des courses qui viendront, mais c'est quelque chose qui est dans la roadmap aussi. Mais voilà, ça fait une variété de données quand même assez importante et qui nous permet d'avoir des use cases assez sympathiques qu'on ne pourrait pas faire sur les plateformes commerciales. Et sur le machine learning, maintenant je reviens là où on était dans la conversation, c'est essentiellement de la prédiction ou tu utilises d'autres types de modèles également? Oui, alors c'est essentiellement de la prédiction. Après, on l'utilise aussi, sur les mêmes types de modèles, beaucoup pour aussi comprendre ce qui se passe, l'impact de différents paramètres, notamment sur la performance. Au-delà de faire juste de l'inférence, je pense à un modèle que j'avais eu l'occasion de présenter, notamment un event AWS à Paris, où donc on fait de la prédiction en fait de puissance dans les côtes, puissance du coureur en watts par kilo. On va prédire cette performance dans les côtes, ce qui est nécessaire pour gagner une course, mais on l'utilise relativement peu, pas uniquement en tout cas pour vraiment prédire la puissance à développer pour gagner. On l'utilise aussi et surtout pour comprendre quel est l'impact des différents paramètres sur cette puissance, c'est-à-dire qu'on veut forcément donc la durée de l'effort. La durée de l'effort va avoir un impact. La durée de la distance et le dénivelé de la côte vont nous permettre de prédire la durée de l'effort qui ensuite va avoir un impact sur la puissance à développer. Mais il y a aussi des paramètres environnementaux comme l'altitude, comme la température, aussi des paramètres comme la fatigue du coureur au pied de cette côte, en fonction du dénivelé du parcours qu'il y aura eu jusqu'au pied de cette côte, qui vont avoir un impact sur la performance. Et ces modèles nous ont permis de mieux comprendre quel était l'impact de ces différents paramètres sur la capacité du coureur de produire de la puissance en fait dans la côte finale. Et ça, en fait, c'est de la connaissance qui nous permet d'adapter ensuite l'entraînement et de voir à quel point, par exemple, vraiment l'altitude va avoir un impact sur la performance par rapport à la fatigue du coureur. Et ça permet aussi de lui expliquer au coureur pourquoi non seulement il va devoir faire 6,1 watts par kilo dans cette côte, mais pourquoi en fait c'est pas 6,3 aujourd'hui par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire sur ses durées d'effort. Lui expliquer clairement que non, c'est 6,1 parce qu'il va perdre 0,1 watts par kilo à cause de l'altitude et 0,1 à cause de la fatigue extrême qu'il aura accumulé jusqu'au pied de cette côte. Donc tu peux mettre des pondérations sur chaque paramètre, dire voilà l'altitude c'est 80%, enfin je sais pas, j'invente des chiffres évidemment, la température c'est autant, et donc en déduire des plannings d'entraînement spécifiques, par exemple en altitude. Pas directement en déduire un planning d'entraînement, mais on va dire de pouvoir mieux pondérer l'exposition à différentes conditions environnementales. Donc on va dire voilà, on va réaliser que sur le parcours du Tour de France 2024, il y aura par exemple beaucoup d'altitude et donc on va peut-être revoir par rapport aux préparations classiques du Tour de France l'exposition à l'altitude de nos coureurs qui va être ils vont être un peu plus exposés que d'habitude. Parce que on connaît l'impact que va avoir cette altitude sur leur capacité à produire de la puissance qui se résultera en secondes gagnées ou perdues dans les côtes du Tour cette année.
Et ces modèles-là, tu les développes toi-même? Enfin, je veux dire, tu pars d'algorithmes connus, tu leur donnes vos historiques de données pour créer un modèle custom, ou est-ce que tu pars de modèles custom de l'étagère qui sont juste surentraînés ou fine-tunés avec des données qui sont spécifiques pour vous? Non, là-dessus, on part vraiment de zéro, hein. C'est-à-dire que la recherche scientifique, notamment en sciences du sport, est assez peu tournée machine learning. Donc, il y a très peu de modèles sur lesquels se baser. Au contraire, on voit beaucoup dans la littérature de modèles qui sont globalement des modèles linéaires et qui justement ont du mal à prendre en compte l'impact de ces paramètres-là. C'est pour ça que j'ai voulu aller là-dessus. L'impact de la température n'est pas linéaire, l'impact de l'altitude n'est pas tout à fait linéaire non plus sur la capacité du corps à performer, et surtout aussi c'est très individuel. Ça dépend notamment de l'exposition du coureur à ces paramètres-là, et donc non, on est vraiment reparti de zéro à ce niveau-là, et j'ai entraîner ces modèles via nos données. Comment tu donnes ces données à consommer pour ceux qui vont consommer ces données? Donc les entraîneurs, ça fait partie de tes clients directs. Tu as parlé de QuickSight pour certains dashboards, mais il y a probablement d'autres formats de sortie également. C'est intéressant parce que c'est le grand changement, on va dire, de cette année. C'est un peu le gros chantier de cet hiver et de ce début d'année pour moi. C'est-à-dire que jusque-là, globalement, j'avais la plupart de mes modèles de machine learning qui ne sortaient pas de SageMaker. C'est-à-dire que c'était à moi de faire de la prédiction, je faisais mon inférence et j'allais faire un rapport globalement pour le coach. Bon, globalement, c'était censé être uniquement pour les grands tours. Les trois tours, le Tour de France, d'Italie et le Tour d'Espagne. Et progressivement, j'ai eu de la demande pour l'ensemble des courses globalement. Et c'était juste plus soutenable parce que je me retrouvais à faire le job d'un data analyst et faire beaucoup trop de reporting. Et voilà, enfin, notre compétitivité dépend de ma capacité aussi dans le domaine de la data science à innover. Et c'est pas, voilà, en enchaînant la rédaction de rapports qu'on allait développer beaucoup de nouveaux outils. Donc j'ai fait le choix de m'upskill un peu, de me former au front-end pour donner accès aux end users, donc aux coachs notamment et aux directeurs sportifs, directement à l'accès à mes modèles. Il faut que j'étais confiant sur la performance et la robustesse de ceux-ci. Donc globalement, ça a commencé par des petites applications que je mettais à disposition des coachs et des directeurs sportifs. Et ensuite, là, j'ai rapidement, vu que c'est devenu beaucoup de petites applications à gérer, j'ai rapidement commencé à travailler sur ce qu'on appelle maintenant notre Data Hub, voilà, qui est notre propre hub sur AWS, sur lequel se connecte l'ensemble du staff performance pour le moment. Donc les managers, le management, donc les directeurs sportifs et les coachs, sur lequel ils ont accès maintenant à la fois à notre dashboard QuickSight, donc les dashboards, on va dire, d'exploration de données historiques, et à la fois à ces outils qui utilisent en fait ces modèles de machine learning sur lesquels ils peuvent faire de l'inférence, avoir accès aux résultats, et en plus avec une surcouche, on va dire, de vulgarisation et de une manière pour utiliser ça directement dans les notamment présentations de courses, les plans de performance, et après les courses d'avoir rapidement une idée du niveau de performance de nos coureurs. Mais tu es tout seul, donc tu te retrouves avec plusieurs casquettes. Tu te retrouves avec la casquette d'architecte de solution pour définir la solution, de data scientist pour savoir comment analyser les données, de reporting, de développeur d'application front-end, tu l'as dit, pour développer cette application qui donne l'accès. C'est ça ton principal challenge pour le moment? Oui, c'est clair que c'est beaucoup en même temps à gérer. Enfin, moi, j'apprends beaucoup du coup. Donc,
Je me plains pas. Mais c'est sûr que en partant d'un profil, une formation de data scientist, j'avais beaucoup de boulot, notamment au début, donc sur la partie plus back-end, mais sur laquelle j'ai pu être aidé aussi par des ingés AWS tout au long de mon parcours, qui non seulement m'ont aidé à développer la solution, mais ont été très formateurs et ont pris le temps de m'expliquer et de m'aider à être totalement autonome sur les solutions. Que ce soit sur la partie AWS France, où là je travaille beaucoup avec la partie britannique, et j'ai toujours trouvé le soutien. C'est vrai que les use case sport aussi sont très parlants aussi pour l'ensemble des clients AWS. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir du soutien à ce niveau-là, et depuis cette année aussi d'avoir un budget assez conséquent sur du consulting, qui m'a permis de solliciter des partenaires AWS, notamment sur la partie front-end. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait mon premier step, on va dire, j'ai passé 15 jours à fond pour faire un POC, on va dire, du hub. Et voilà, j'ai présenté ça au management. Ça a tout de suite plu, et j'ai pu leur juste les convaincre grâce à ce POC qu'il fallait de budget. Voilà, d'où un ligne de budget, notamment sur la partie sécurité. Voilà, tout ce qui était sécurité, je voulais pas être tout seul là-dessus. J'avais aucune formation, il y avait forcément des failles au début sur ce que j'avais fait. Voilà, oui, ce sont des données confidentielles, le cœur métier. Il n'y a que vos équipes qui doivent pouvoir avoir accès à ces données-là, à cette plateforme-là. C'est ça, oui, forcément, il ne faut pas que à la fois les concurrents aient accès, ou que nos outils soient bloqués à un moment, parce qu'on devient très dépendant de ces outils-là. Donc il y avait ce gros souci de sécurité qui a été assez vite réglé, et c'est surtout après on a bossé sur la partie CI/CD notamment, sur lequel j'avais pas mal de lacunes aussi, n'ayant jamais vraiment été bossé dans une boîte, on va dire, d'IT classique, donc j'avais pas forcément les best practices à ce niveau-là, et j'en étais conscient, donc j'ai sollicité des partenaires à ce niveau-là pour pouvoir accélérer mes process et les rendre beaucoup plus robustes, et ça m'a carrément changé mon quotidien, et ça me permet de pouvoir vraiment itérer rapidement et d'être capable d'avancer sur la solution en étant tout à fait serein sur le fait que je vais rien casser sur notre solution en production, et que voilà, que je me retrouve très facilement dans. C'est une bonne leçon d'apprentissage aussi, parce que tu as appris plein de choses en dehors de ton domaine de confiance, de ton domaine d'expertise, qui est le data science. À part ces aspects de challenge, est-ce que tu as appris des leçons sur AWS, même sur les services? Est-ce qu'il y a des leçons à partager peut-être pour d'autres personnes qui nous écoutent et qui veulent mettre en place des pipelines de traitement de données sur AWS? Oui, je dirais que leçon que j'ai pas encore fini d'apprendre, mais ça va être sur le choix des services AWS. C'est vrai que moi j'ai un profil assez particulier, je pense, dans le sens où je suis tout seul, et à la fois particulier et pas particulier, mais dans le sens où on va avoir beaucoup de boîtes qui ont la ressource humaine qui vont avoir un data architecte, qui vont avoir un data engineer, un data scientist, des data analysts, qui vont avoir tous les profils de la chaîne de la donnée, et qui vont pouvoir se permettre d'utiliser des services complexes, d'avoir la main mise sur tous les paramètres. Et c'est vrai que peut être un peu compliqué pour quelqu'un qui est tout seul, notamment d'être à jour sur tous les services qui peuvent sortir, et de faire les bons choix techniques, parce que même quand on est aiguillé, que ce soit par des ingés AWS ou des partenaires, c'est vrai que les experts ont tendance à nous diriger vers des solutions qu'ils connaissent, eux, qui fonctionnent, mais qui ne fonctionnent pas forcément au mieux pour quelqu'un qui est tout seul et qui aura à gérer tout ça tout seul. Donc c'est vrai que là, j'essaye progressivement, d'ores et déjà, de migrer une partie des solutions vers autant que possible
services managés complètement pour avoir moins, pas avoir la charge mentale d'avoir à gérer toute l'infrastructure notamment. Je pense que c'est quelque chose que je vais devoir faire continuellement, mais de pouvoir mesurer le coût en termes de charge mentale et de temps d'entretien de ces outils, et de m'assurer que peut-être je vais payer un petit premium sur des services managés, mais moi ça me libère en fin de compte un temps énorme, et ça me permet de me focaliser aussi sur ce que je sais faire de mieux et sur la partie purement data science. C'est exactement le message que je passe depuis plus de 10 ans sur les services managés. Ça vous libère du temps pour faire votre cœur de métier, et en laissant ce que Werner Vogels, notre CTO, appelle le undifferentiated heavy lifting, moi j'appelle ça la plomberie sur AWS. Qu'est-ce qui t'occupe la nuit? Je veux dire, sur quoi quels sont les axes d'amélioration, les futurs projets auxquels tu penses pour le moment? Là, on est encore c'est tout neuf encore, cette partie front, on va dire, ce hub là il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Donc pour le moment, on est sur quelque chose qui est limité à l'équipe performance, c'est-à-dire que les coureurs de l'équipe n'ont pas accès à ce hub, ou indirectement ils ont accès aux résultats via leur coach, mais l'idée ça serait d'étendre en fait ce hub aux coureurs qui pourraient avoir un retour direct de leur entraînement, d'étendre ça à la partie médicale, ce qui est un peu plus touchy puisqu'on doit respecter forcément des normes en termes de stockage de ces données et d'accès. Sur la partie logistique, il y aurait beaucoup à faire. Pour le moment, moi je vais rester le plus focalisé possible sur la partie performance, qui a encore énormément à faire. Peut-être que ce dont on évoquait récemment, la partie de analyse live des données va arriver prochainement. Ça, on ne sait pas. Donc il y a beaucoup de sujets déjà rien que sur la partie performance, et sur l'amélioration de ce front, où j'ai encore beaucoup à faire, beaucoup à apprendre, notamment sur UX aussi, et faire en sorte pour le moment à essayer d'implémenter tous les améliorations qui sont suggérées par les utilisateurs. Et je pense que j'ai déjà un boulot énorme à ce niveau-là. Et c'est même étonnant que tu sois tout seul quand je entends la liste des choses dont tu t'occupes, et des différents services, des différents aspects, etc. Il faut engager. Oui, c'est sûr que c'est encore un métier nouveau dans le monde du vélo. Je crois qu'il y a j'ai commencé, ça fait 3 ans et demi. J'étais dans une autre équipe avant. Il n'y avait pas de data scientist dans les équipes vélo. Il n'y avait pas du tout de data scientist. C'est un nouveau métier. Maintenant, il y a quelques équipes qui en ont recruté, mais ça reste que compte sur les doigts d'une ou deux mains. Oui, les équipes à envergure internationale. C'est les plus grosses équipes. Ouais. Les plus grosses équipes, et encore même pas. Je pense que les 2 autres plus grosses équipes n'ont pas forcément de data scientists. Ils font parfois appel à des consultants externes, mais qui ont pas des grosses entreprises, des gros cabinets de consulting qui se rapprochent des équipes, mais qui n'ont pas forcément la connaissance du sport en soi, qui est assez technique dans le vélo. Autant je pense que des sports comme le football, tout le monde a assez rapidement une connaissance. Peut-être que mes camarades de l'OGC Nice vont me dire que c'est faux, mais je pense que c'est plus facile d'appréhender, on va dire, l'aspect sportif dans le sport collectif. Alors que le vélo, tant qu'on n'a pas roulé avec un capteur de puissance, qu'on s'est pas entraîné avec un capteur de puissance, il suffit pas de regarder le Tour de France seulement pour comprendre les enjeux. Donc ces boîtes-là ont tendance à développer des solutions qui sont pas forcément utilisables en interne, et qui sont plus là pour faire de la communication sur leur capacité à développer des solutions pour des équipes sportives. Donc je pense que on a un temps d'avance à ce niveau-là. Il y a quelques équipes qui ont commencé à recruter en interne, et je l'espère,
d'ici quelques années, on pourra avoir une vraie équipe data. Data science. C'est ça. Oui, il faut être passionné, tu l'es par la data et la data science, passionné par le sport aussi. J'ai senti ça pendant qu'on préparait ce podcast et l'aspect vélo. Et c'est ça, vraiment à la croisée de ces deux chemins que tu as la chance de pouvoir évoluer pour le moment. C'est une conversation passionnante. Merci Kevin sur la collecte des données, l'utilisation des données chez Ineos Grenadier. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi, pour un autre épisode. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.